Elle illuminait les scènes avec des mélodies qui capturaient l'essence des rêves urbains, mais son véritable récit restait tapi dans l'ombre, prêt à émerger comme un secret longtemps gardé. Petula Clark, l'enfant prodige britannique, devenue légende pop mondiale, a ensorcelé des générations avec une voix qui traverse les époques comme un éclat intemporel. Des spectacles royaux en temps de guerre, au sommet des charts en Europe et en Amérique, elle était omniprésente. Pourtant, derrière ce sourire parfait et ces tubes immortels, se dissimulait une existence privée tissée d'amour passionné, de sacrifices profonds et d'une vérité inavouable qui l'a hantée des décennies. À 92 ans, Petula Clark a enfin levé le voile sur son parcours, de l'enfant star à l'icône de la résilience. Les origines, son père, Leslie Clark, infirmier de métier et dénicheur de talents amateurs par instinct, la poussait vers le micro, non pour la gloire, mais pour offrir de l'espoir à une nation en détresse. Ce moment pivotal arriva plus tôt que prévu. En 1942, à seulement 9 ans, Petula fut invitée dans un studio de la BBC pour un programme destiné à remonter le moral des troupes britanniques. Le destin frappa lorsque le studio fut menacé par un raid aérien, risquant d'annuler l'émission. Au lieu de céder à la panique, la petite Petula proposa de chanter a cappella pour les soldats en attente. Son interprétation de Mighty Like a Rose fut non seulement diffusée, mais elle émut profondément les auditeurs. Ce soir-là, une étoile naquit. Elle se produisit dans plus de 500 émissions radio pendant la guerre, souvent depuis des abris anti-aériens et des camps militaires. Et les soldats la surnommèrent la chérie chantante, et la BBC la compara à la Shirley Temple britannique. Ce surnom persista, mais ne la définit pas entièrement. Tandis que d'autres enfants artistes de la guerre s'effaçaient des lumières, Petula gagnait en momentum. La transition vers le cinéma et la musique. Au milieu des années 1940, Petula fit une transition fluide vers le cinéma britannique. Elle débuta dans le film Medal for the General, où elle incarnait une écolière aidant un général à la retraite à retrouver un sens à sa vie, un rôle qui reflétait sa propre contribution à un pays en reconstruction. Au cours de la décennie suivante, elle apparut dans plus de 20 films, notamment dans la série populaire Huggett Family, partageant l'écran avec des stars comme David Niven et Trevor Howard. Cependant, c'est la musique, et non le cinéma, qui allait forger son héritage durable. Son premier enregistrement commercial, Put Your Shoes on Lucy, sorti en 1949 sous le label nouvellement créé Polygon, une maison de disques fondée spécialement pour elle par son père et Alan Freeman. Cette même année, elle cofonda le label, affirmant son statut non seulement de chanteuse, mais aussi de femme d'affaires avant-gardiste. Polygon fut absorbée par Pye Records en 1955, où elle resta jusqu'au début des années 1970. C'est à cette époque que ses talents linguistiques émergeaient. Chantant couramment en français, allemand et italien, un atout rare même parmi les grandes stars européennes, son tube de 1954, The Little Shoemaker, conquit l'Australie et élargit son public international. Beaucoup virent là le début de sa carrière mondiale, mais Petula savait que ce n'était que la continuation d'une voie qu'elle n'avait pas vraiment choisie, mais simplement suivie. Le prix de la célébrité enfantine. Derrière les mélodies joyeuses et le charme du grand écran, une autre histoire se tissait. La célébrité lui avait coûté le luxe d'une enfance normale, un sacrifice que peu notaient à l'époque. Tandis que ses camarades assistaient à des bals scolaires, Petula répétait pour des émissions de la BBC. Les vacances d'été étaient remplacées par des sessions d'enregistrement et des tournées à l'étranger. Bien qu'elle s'en plaignît rarement en public, elle avoua plus tard un profond détachement du monde hors scène. Cette distance juvénile influença inconsciemment sa relation avec ses propres enfants. Dès son enfance, Petula avait compris ce que signifiait servir une cause plus grande qu'elle-même. Elle offrit son enfance à une nation en guerre et en émergea avec une carrière, une image publique et une voix qui la porterait à travers les générations. Mais la petite fille qui chantait pendant les bombardements avait déjà saisi une vérité persistante. La lumière la plus vive projette souvent l'ombre la plus longue. Les sommets de la gloire et les peines personnelles. Au milieu des années 1950, Petula Clark n'était plus une étoile montante. Elle était un nom familier,
Elle avait conquis la radio britannique, charmé les cinéphiles et se préparait à embrasser la gloire pop. À seulement 20 ans, elle avait déjà vécu plusieurs vies sous les projecteurs. Mais c'est aussi durant cette période effervescente qu'elle connut sa première peine de cœur profonde et discrète. Il s'appelait Joe Mr. Piano Henderson, un pianiste élégant et charismatique connu pour son style raffiné et sa connexion avec le public. Présence régulière dans les programmes de variété britanniques, c'est sa collaboration avec Petula qui marqua le plus. Ensemble, ils animaient l'émission radio Pet et Mr. Piano sur la BBC. Leur alchimie musicale était indéniable. Des duos empreints de chaleur, des échanges complices et une tension sous-jacente plus profonde. Le public et les tabloïds spéculèrent rapidement. La chérie de la nation semblait avoir trouvé son prince. En effet, Petula et Joe étaient amoureux, passant des heures en studio et hors à discuter musique, vie et rêves. Des rumeurs de fiançailles circulèrent, mais en coulisses, des fissures apparurent. Non par trahison, mais par peur. Henderson, talentueux mais éclipsé par la trajectoire fulgurante de Petula, vit sa carrière stagner. « Je ne voulais pas être connu comme Monsieur Petula Clark », confia-t-il plus tard, mêlant d'insécurité et tristesse. La rupture ne fit pas les gros titres. Elle se déroula dans le calme, sans éclat. Pour Petula, ce fut une perte profonde. Joe n'était pas seulement un amant, mais un partenaire créatif et un pilier. Ils continuèrent à travailler ensemble un temps, mais quelque chose avait changé. En 1960, Henderson sortit la ballade mélancolique « There's Nothing More to Say », un adieu poignant que Petula inclut sur son album « In Other Words » cette même année, un clin d'œil discret à un amour transformé. Mais le chagrin n'entrava pas son élan. En 1957, invitée à Paris pour Musicorama, une émission télévisée présentant les grands talents, elle rencontra Claude Wolff, responsable de la promotion chez Vogue Records. Contrairement à Joe, Claude n'était pas artiste, il offrait la sérénité. Réservé et intelligent, leur relation évolua lentement, à l'abri des caméras. Ils se marièrent en 1961. Pour la première fois, Petula semblait tout avoir. Avec Claude, il bâtit un foyer à Genève, en Suisse, loin du tumulte du show business. Ils eurent 3 enfants, Barbara, Catherine et Patrick. Petula décrivit la maternité comme une joie, mais un équilibre précaire. L'âge d'or musical et les sacrifices familiaux. La célébrité ne la lâcha pas. Tandis que d'autres artistes optaient pour la vie domestique, Petula entamait son âge d'or musical. En 1964, elle enregistra Downtown, composé par Tony Hatch, qui la propulsa au sommet mondial, atteignant la première place aux États-Unis et la faisant icône pop internationale. Mais derrière les trophées, la culpabilité couvait. Être mère active à une époque où cela était rare et mal vu n'était pas facile. Elle avoua plus tard les difficultés à concilier rôle de star et de mère. Anniversaires manqués, vacances annulées, absences prolongées que ses enfants acceptaient sans comprendre. « Ma carrière ne s'est pas arrêtée quand je suis devenue mère », dit-elle, se demandant ce que cela leur coûta. Au fil des années 1960, Petula devint l'une des chanteuses les plus reconnues. Son mariage dura, non sans tension. Le son de la gloire résonna dans sa vie personnelle, de la rupture avec Joe, au sacrifice pour élever une famille tout en voyageant pour les chansons. La British Invasion appartenait aux Beatles et aux Stones, mais Petula Clark était déjà ailleurs, géographiquement, musicalement et émotionnellement. Au début des années 1960, elle tourna le dos à la scène londonienne trépidante pour un refuge cosmopolite en Europe. Avec Claude, elle s'installa à Genève, où la célébrité importait peu et la presse respectait la distance. Ce n'était pas une retraite, mais une évolution délibérée. Avant Downtown en 1964, elle s'était imposée en France, enregistrant en français des succès comme Cœur blessé, Yaya Twist et Chariot, ce dernier réimaginé en I Will Follow Him par Little Peggy March. Son accent impeccable fit d'elle une des leurs. À Paris, elle côtoya Charles Aznavour et Serge Gainsbourg, refusant interviews et jeux de vedettes. Protégeant son intimité, elle voulait le contrôle. La vie suisse et les sacrifices continuent. La vie en Suisse offrait paix. Travailler sereinement, élever ses filles, passer week-end dans un chalet alpin. Pas de paparazzi, pas de ragots.
Elle enregistra en italien, allemand et espagnol, tourna en Europe, bâtissant un empire sans chercher l'approbation. Des années plus tard, elle parla des sacrifices, tournées incessantes, temps loin des enfants, manquant pièces scolaires et anniversaires. « J'ai fait de mon mieux », dit-elle, voix empreinte de peine sculptée par le temps. Mais mon mieux était souvent de loin. Les années 1970 furent marquées par la réflexion. Avec les succès pop ralentissants, elle se tourna vers le théâtre, offrant structure et profondeur émotionnelle. Sur scène, elle s'immergeait dans des rôles plutôt que d'incarner la star pop. Elle jouait dans des comédies musicales exigeantes comme La Mélodie du Bonheur en Maria, avec une tendresse nourrie de l'expérience, ou Sunset Boulevard en Norma Desmond, apportant le poids de décennies sous les projecteurs. Les spectateurs ressentaient cette authenticité. En coulisses, elle écrivit de les musiques, sortant des albums inclassables mêlant chansons et théâtre. Elle ne visait plus le top 40, mais chantait ce qui résonnait en elle. Même dans la quarantaine, l'équilibre entre public et intime restait fragile. Sur scène, elle éblouissait. Chez elle, elle réfléchissait au choix. Le scandale discret de 1968. À la fin des années 1960, Petula n'était pas étrangère à la célébrité, avec des tubes comme Downtown et Don't Sleep in the Subway. Elle l'avait conquise sans controverse, posée et élégante. Tout changea en 1968 lors de son émission spéciale Petula sur NBC, avec Harry Belafonte comme invité. Ils chantèrent On the Path of Glory, un hymne à l'unité. Émue, Petula posa la main sur son bras. Le sponsor Chrysler s'opposa, craignant heurter le public sudiste, une femme blanche touchant un homme noir. Petula et Wolf refusèrent de modifier. L'émission fut diffusée intacte, marquant l'histoire comme premier refus de censure interraciale à la TV américaine. Les réactions furent mitigées, saluées par les droits civiques, mais mises à l'écart par l'industrie, voyant offre diminuer. Pour Petula, ce fut un réveil rude. La musique transcendait, mais un geste innocent devenait politique. Elle choisit le silence public, pas de conférence. En privé, cela la transformait, la rendant plus protectrice. Dans les années suivantes, elle évita la pop effrénée, refusant rôle cinématographique, se tournant vers la scène. The Sound of Music, Sunset Boulevard, Blood Brothers. Dans ses rôles de douleur et de rébellion, elle trouva sens. Le mot retraite n'existait pas. Dans les années 2010, elle joua dans Mary Poppins à Londres, chantant Feed the Birds avec endurance et dignité. Confession tardive et réflexion. Ce n'est qu'à l'approche de ses 90 ans que Petula parla ouvertement. Coup émotionnel de la célébrité, temps perdu avec les enfants, éloignement avec Claude. En 2013, elle révéla leur séparation non traditionnelle. Claude décéda en mars 2024. Elle se demandait ce qu'aurait été une vie arrêtée plus tôt, plus présente comme mère, ordinaire, sans amertume, avec sérénité, acceptant le cadeau et les pertes. À 92 ans, vivant modestement à Chelsea, Londres, avec chalet alpin et maison genevoise, elle n'a plus à prouver. Ses 1000 chansons parlent. Derrière l'image lisse, une femme cherchant intimité plus qu'applaudissements. Sa plus belle performance. Quel est votre souvenir le plus précieux d'une chanson ou d'une performance de Petula Clark? Dites-le nous en commentaire ci-dessous. Et si vous avez apprécié ce regard intime derrière la musique, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui vont d'au-delà des gros titres.